Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo où l'on va vous présenter le fonctionnement de l'Institut. Comment il fonctionne, quel est son objectif, le but, comment vous pouvez réussir votre rôle en tant que professeur essentiellement, et tout ce qui s'ensuit. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris, Inch'Allah, et faites en sorte de terminer la vidéo en entière. Chaque élément est important. Et puis si vous en acceptez toutes les modalités, je vous dis d'ores et déjà bienvenue à l'Institut Ibn Malik. Commençons par le constat. Alhamdulillah, les musulmans en France sont très nombreux, mais les défis également le sont tout autant. Parce que ce contexte de vie fait que l'éducation des enfants peut être quelque chose de difficile. Parce que autour de nous, il y a le manque de connaissances et d'éducation religieuse. En effet, ils n'enseignent pas l'islam et des fois, c'est un devoir qui est négligé par les parents ou peut être fait de manière maladroite. Il y a la délinquance également dans les quartiers. En général, les musulmans veulent habiter dans les endroits qui sont moins chers. Les endroits qui sont moins chers sont fréquentés par la délinquance et l'enfant peut très vite tomber là-dedans. Il y a également l'abandon de la religion quand on veut faire comme ses camarades de classe, comme Paul, comme Luc et ainsi de suite. On veut faire des choses haram, etc. qui nous poussent au bout d'un moment à abandonner la religion. Il y a le manque de principes et de valeurs parce qu'elles ne sont pas enseignées. En parlant de là de principes et de valeurs religieuses, il y a les péchés omniprésents, les distractions également. Le copain, il sort avec une copine, donc je vais faire pareil. Lui, il va fumer, donc je vais faire pareil. Lui, il va boire, je vais faire pareil, et ainsi de suite. Les péchés sont omniprésents dans la vie de nos enfants. Également, il y a des buts de vie qui sont pas sains, qui sont un peu malsains même. Les buts de vie qu'on enseigne dans cette société, à l'école et ainsi de suite, ne sont pas des buts de vie qui sont forcément conformes à notre vision du monde et à notre religion. C'est pour ça qu'il faut que des structures comme celle-ci, elles soient présentes. Parce qu'elles vont apporter énormément. Elles vont apporter un programme et une méthode d'enseignement qui sera adaptée aux enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enseigner de n'importe quelle manière, on ne peut pas enseigner tout et n'importe quoi, sinon on perd l'enfant. Il faut que le programme il soit réellement adapté et la méthode soit au niveau de l'enfant en fonction du contexte dans lequel il vit, en fonction de ses capacités, en fonction de l'âge, en fonction, etc. Il y a également le suivi et l'accompagnement, c'est ce qu'on propose également, il faut suivre et accompagner, c'est pas simplement on donne un cours et elle se débrouille, non, on va suivre, on va accompagner, on va donner des solutions, on va voir les parents, et ainsi de suite. Et tout ça, en faisant tout ça, on va former un groupe d'individus. Pas qu'une seule personne, mais un groupe d'individus. Tous ceux qui fréquentent l'école, ce sera des personnes qui seront formées au niveau de la religion. Et tout ça pour lutter contre ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire le manque de connaissances, la délinquance, l'abandon de la religion, etc., etc. Malheureusement, l'éducation des parents ne suffit pas, parce que l'enfant a besoin de voir ailleurs, d'entendre d'autres personnes. Vaut mieux que ce soit nous, en termes d'institut qui a les mêmes valeurs que le parent, qui vont se mettre en accord, donc ce qu'il va pas vouloir ou ce qu'il va pas trouver chez le parent, peut-être il va le trouver chez nous d'une autre manière, peut-être le parent va négliger une certaine autre chose, et nous, derrière, on va lui l'enseigner, et ainsi de suite. Et également, on peut pas compter sur la personne pour qu'elle s'éduque elle-même. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas possible. L'islam a toujours été donné par quelqu'un, qui a transmis à quelqu'un, et qui a transmis à quelqu'un. Ça ne s'apprend pas tout seul, et encore plus quand on connaît maintenant, à cette époque, les dangers. Donc vous aurez compris que ce genre de structure est importante. Et c'est ça l'objectif de l'Institut, c'est l'enseignement, comme le dit notre slogan, c'est l'enseignement de l'individu à la Oumma. On forme des groupes d'individus qui seront la Oumma de demain. Donc notre rôle n'est pas à négliger, il est primordial dans l'éducation de la Oumma à petite échelle, bien évidemment. J'ai tendance à dire qu'on sauve le monde. On sauve le monde à petite échelle. Parce que si chacun d'entre nous fait la même chose, si chaque structure fait la même chose un peu partout, eh ben, alhamdoulilah, on aura une communauté éduquée et qui tient la route.
Par exemple, prenons l'exemple de Saint-Étienne, l'Institut Ibn Malik qui se trouve dans le secteur Bergson, Carnot, Terrasse à peu près. Si on a réussi à éduquer ces personnes, à former les enfants et les personnes qui le souhaitent également, on aura formé un groupe d'individus, on va dire, intègres et avec des valeurs, des principes dans ce coin-là. Ici, tout le monde fait pareil, que ce soit à Bellevue, que ce soit à Moreno, que ce soit je ne sais où d'autres à Saint-Étienne, et ben ça formera, tout Saint-Étienne sera formé, aura des principes, aura des valeurs et aura une ligne de conduite à suivre au niveau de la religion. Non, au niveau de Saint-Étienne. Ici, dans les autres villes, ils font la même chose. À Saint-Étienne, il y a que des gens formés. Ici, tous les autres villes font la même chose. Eh ben, il n'y a pas de raison pour que la France ne soit pas un pays où tous les musulmans seront formés, auront une ligne de conduite, auront des principes, etc., etc. Et si tous les autres pays font comme la France, eh ben, le monde entier aura des musulmans droits, des musulmans éduqués, avec des principes et des valeurs. Donc c'est pour ça, notre travail est primordial, parce qu'on fait partie d'un tout. Nous, on peut voir comme quelque chose de petit, mais en fait non. On fait partie d'un gigantesque engrenage qui permet de faire tourner cette grande roue qui est l'islam. On est sous les ordres d'Allah, si on peut dire ça, on est les bras, les petites mains d'Allah qui vont travailler à son service pour faire perdurer sa religion, pour la faire grandir, pour la tirer vers le haut. C'est grâce à des personnes comme nous que la religion peut continuer à... Enfin, on est la cause, hein, c'est pas bien évidemment nous, voilà, mais on est la cause pour que la religion puisse continuer à perdurer et à grandir, tout comme les compagnons nous ont transmis la religion, qui ont fait de sacrifices et de travail pour qu'elle puisse arriver jusqu'à nos jours, et tous ceux qui sont venus même après eux ont fait énormément de choses pour que la religion puisse arriver jusqu'à nos jours. Il faut faire la même chose pour qu'elle puisse continuer à avancer. De toute manière, Allah y trouvera ses petites mains. Que ce soit nous ou d'autres, Allah y fera survivre sa religion. Saisissons cette occasion d'être cette petite main qu'Allah y aura choisie pour pouvoir travailler à son service. Et enfin, l'objectif final et individuel de chacun d'entre nous, là j'ai parlé de l'objectif de l'Institut, là l'objectif final et individuel d'entre nous, c'est que notre Seigneur soit satisfait de nous. Également, pour gagner le paradis, parce que tout ce qu'on fait, c'est, Inch'Allah, des choses qu'on retrouvera le jour du jugement. Et également, laisser un héritage après notre mort qui nous rapportera même après notre mort. Comme vous le savez, il y a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quand l'enfant d'Adam meurt, toutes ses actions s'interrompent, sauf un enfant pieux qui est une aumône continue. C'est ce qu'on est en train de faire, comme une aumône continue, on construit quelque chose. Et également un savoir qui sera transmis. Et c'est ce qu'on est en train de faire également, c'est un savoir qu'on est en train de transmettre et qui pourra perdurer. Imaginez-vous, le savoir de chaque enfant à qui on va transmettre ceci, va le transmettre, cet enfant va grandir, va se marier, va transmettre ça à sa femme, va transmettre ça à ses enfants ensuite va transmettre ça à ses petits-enfants, et ainsi de suite, jusqu'à des générations et des générations plus tard, on sera même pas encore là, que ce qu'on aura laissé sur Terre, eh ben, continuera, Inch'Allah, à perdurer. Pour poser cette pierre à l'édifice qui fera partie d'un grand tout. Et pour ça, il faut bien évidemment des petits sacrifices, il faut des choses qui sont primordiales, comme chaque acte dans la religion, pour qu'Allah puisse l'accepter, pour qu'Allah puisse nous récompenser comme il se doit, il nous faut certaines choses. Une bonne niya, pour commencer, ce qui est le plus important. Si on fait ça que pour l'argent ou que pour un bien d'ici-bas, ben Allah il nous dira tu as eu ce que tu voulais. Il faudra fournir des efforts, il faudra du sérieux, c'est-à-dire pas négliger, c'est important ce qu'on fait, il faut le faire le plus sérieux possible, le prendre à cœur, de la volonté, parce que si on veut pas le faire, bah forcément, bah il n'y a rien qui aboutira, de la bienveillance, parce que ce n'est pas avec la violence, ni avec l'énervement qu'on réussira à aboutir à quoi que ce soit, de la patience,
parce que ça peut être dur parfois, il faut de la patience, parce que pour construire n'importe quoi dans notre vie, que ce soit un projet professionnel, que ce soit une maison, il faut de la patience, brique après brique, on verra le résultat à la fin. De la réflexion et de l'imagination, bien évidemment, il faut toujours essayer d'améliorer, d'amener des choses, comment faire mieux, pas se contenter de ce qu'on a. Le sens des responsabilités, c'est une grande responsabilité également qu'il faut prendre vraiment au sérieux et du courage. Il faut y aller, il faut avoir foi, il faut son courage à deux mains, il faut faire des efforts et y aller à fond. À l'Institut Ibn Malik, quelle est notre conception du travail? Tout simplement, comment on vous considère ici à l'Institut? On vous considère comme une famille, mais pas que. On est également une équipe. Cela veut dire qu'on peut tout se dire, on peut tout se demander, que ce soit professionnel, que ce soit privé, si on peut aider qui que ce soit, quoi que ce soit, il faut qu'on soit soudés. Également, pourquoi pas faire des activités, des repas, des sorties pour renforcer nos liens et notre esprit d'équipe. Ça, il y en a en général au moins 2 dans l'année. Pourquoi pas y participer et faire en sorte que qu'on soit encore plus fort. Une équipe plus soudée peut construire quelque chose. Une équipe qui est pas soudée, eh ben ça ne construit absolument rien. Il faut se serrer les coudes dans le travail ou le privé. Si on peut s'aider, ce serait formidable, ce serait fantastique. Et bien évidemment, il nous faut une communication qui est positive. Une communication qui est positive, c'est-à-dire on peut discuter, mais de manière à construire quelque chose, non pas pour critiquer tout simplement ou tout bêtement, ou blesser les gens, ou faire du mal aux gens, ou ainsi de suite. Ce n'est pas notre conception du travail. Également, il y a l'islam. Il faut respecter les valeurs de l'islam. Parce que on est un institut tout simplement musulman. On est censé représenter l'islam, on est censé avoir cheminé un minimum. Du coup, il faut du respect, des valeurs et du sérieux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Institut est une association et non une entreprise. Quelle est la différence entre les deux? C'est très important de le comprendre. L'association est un organisme à but non lucratif, c'est-à-dire que l'association a été pensée, a été créée non pas pour faire de l'argent, même si elle en a besoin, comme toute structure, comme une école, comme un hôpital, comme etc. Rien dans la vie n'est gratuit, rien ne peut tourner de manière gratuite, elle a ses charges également à payer, mais elle a été pensée pour apporter un service aux gens. Et pour que ça touche le maximum de gens, elle va être non onéreuse, c'est-à-dire elle va coûter pas cher. Elle va proposer un service ou un bien accessible aux gens. Normalement, l'école, si la scolarité d'un enfant, on veut que ça couvre tous ses frais et qu'il ne manque absolument rien, en pensant au minimum, là je suis même pas dans le maximum, l'année, elle doit être à 500 € minimum pour que tout le monde soit payé, pour que tout soit fait, alors que nous, on propose l'année à 220 €, ce qui est moitié moins cher. Donc ce n'est pas rentable. C'est pour ça qu'on doit essayer de trouver d'autres moyens pour ne pas payer certaines choses et continuer à proposer ces services-là au moindre coût. Mais l'association a quand même besoin d'argent parce que elle a des choses à payer qu'on ne peut pas négocier. EDF, on ne peut pas les négocier. On ne peut pas les négocier. Les charges de l'État, on ne peut pas les négocier, et ainsi de suite. Donc, l'Institut va avoir de l'argent, va payer ses charges, va payer également ses salariés. Il a besoin de salariés qui sont présents tout le temps, contrairement aux bénévoles qui vont intervenir de manière ponctuelle. Et il y a rarement de bénéfices. Il y a très très rarement de bénéfices, et même si il y en avait, en général, ce serait pour boucher un trou quelque part. Alors qu'une entreprise, elle, c'est différent. C'est un organisme à but lucratif, c'est-à-dire la personne qui a créé l'entreprise, elle a pensé à un projet pour se faire un maximum de profit, se faire un maximum d'argent. C'est ça l'objectif d'une entreprise. La personne qui crée l'entreprise, il veut se faire de l'argent. Celui qui a créé Auchan, celui qui a créé, je sais pas moi, Casino, celui qui a créé n'importe quelle entreprise de services ou de biens, son but derrière, c'est de faire un maximum d'argent et d'être riche. Donc il va proposer un produit, un bien ou un service, il va penser à couvrir tous les frais, donc peu importe le montant, qu'il soit accessible ou pas à tout le monde, il s'en fiche, il faut que ça soit rentable. Donc
il va proposer ce service-là à un prix rentable, et il va payer ses salariés, et il va payer ses charges, et tout le bénéfice, en général, ben c'est le dirigeant qui va se le prendre, qui va se fixer un grand salaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est là la différence entre les deux. L'un, c'est pour faire de l'argent, et du coup, ils vont proposer des tarifs hauts, et ils vont chercher à payer des employés pour le moins cher possible, pour que le patron il puisse toucher le plus possible, alors que l'autre, c'est un produit qu'on veut mettre à disposition des gens, qu'on veut, voilà, malheureusement, on doit faire payer ce produit-là parce que il y a des charges comme partout, mais on cherche toujours à essayer de trouver des personnes qui nous donneront des coups de main ponctuels pour que ça nous revienne moins cher, pour que l'association puisse continuer à survivre. Donc, d'après le diapo qu'on a vu juste avant, les personnels sont de deux catégories. Il y a les bénévoles, ceux qui vont intervenir de manière ponctuelle, une fois par semaine, peut-être deux fois par semaine, qui vont faire des efforts en ne demandant absolument rien et qu'Allah les récompense énormément. Et il y aura le personnel qui sera rémunéré, mais qui doit également fournir un peu de bénévolat. Il sera rémunéré pour ses heures de travail, selon un accord qu'on se sera mis dès le début. Et ensuite, eh ben, il y aura une partie de contribution pour développer le projet. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose, on ne demande pas à ce que la personne vienne tous les jours, on ne demande pas à ce que la personne prenne en charge toute l'association. Non, c'est des petites tâches que lorsqu'il est là le jour même, qu'il peut faire et qui pourront énormément contribuer à développer le projet et l'association et avoir un énorme impact sur le développement de l'association. Donc, cette contribution, elle est en général de plusieurs types. Lors des temps forts de l'Institut, il y en a plusieurs, comme les portes ouvertes, comme la fête de fin d'année, et ainsi de suite. Je vais les détailler juste après. Il y a les cours de soutien également. Il y a se soucier si l'association a besoin d'aide ou quoi que ce soit, le rangement et l'organisation. Et je vais en parler juste après. Sachez que sans cette petite contribution, eh ben, sans cela, l'Institut ne peut exister. Car cela va alourdir les tâches pour une petite partie de l'Institut. Et malheureusement, ce petit noyau de personnel, lorsqu'il sera débordé de travail, eh ben, lorsqu'il sera chargé de travail, va se fatiguer et va faire moins bien son travail. Alors que si il est réparti à travers tout le monde, eh ben, alhamdoulilah, ça sera allégé, ça sera facile pour tout le monde. Mais pour ça, il faut un minimum d'entraide, de solidarité et de volonté à vouloir aider. Le bénévolat. Donc, contribuer au développement du projet, qu'on ne peut financer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas payer. Parce que ça nous coûterait trop cher et parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, c'est participer au temps fort. Au temps fort de l'Institut, il y en a 5. Il y a la rentrée scolaire, il y a les portes ouvertes, il y a les 2 bulletins semestriels, il y a la fête de fin d'année, et il y a participer aux réunions pour améliorer l'Institut. Donc que ce soit participer au jour même dans tous ces points, ou même dans la conception, parce que plusieurs personnes sont là le jour même, c'est très bien, mais ils sont pas là lors de la conception des portes ouvertes, des bulletins, etc., alors que c'est là que ça demande le plus de travail et qui est le plus important, et qui est le plus fatigant surtout. Si chacun prenait une petite tâche, ça sera rapidement comblé. Il y a possibilité de travailler directement à la possibilité de venir sur place, il y a énormément de possibilités, il faut simplement un peu de volonté. Donc là, vous voyez le calendrier scolaire, il y a la rentrée en septembre, il y a portes ouvertes en février, il y a les 2 bulletins semestriels en décembre et en avril, il y a la fête de fin d'année le 18, il y a également les cours de soutien et le rangement en organisation où vous devriez participer. À tour de rôle, bien évidemment, pour que ça soit moins lourd. Donc, chaque semaine, une personne sera désignée sur un calendrier qui sera déjà prédéfini, où il y aura une petite cours de soutien à donner le jour même où vous viendrez. On ne vous demandera pas de venir un autre jour, c'est le jour même où vous travaillez. Une personne qui travaille, par exemple, le mercredi matin, juste après son cours, il pourra donner une petite heure de soutien
Et ça aidera énormément et ça contribuera énormément à l'Institut. Pendant qu'une autre personne, ce jour-là, vérifiera, ne fera pas du rangement, mais vérifiera que tout est bien rangé, vérifiera que toutes les classes sont bien rangées et tout est en ordre et que tous les professeurs ont bien noté dans le cahier, et ainsi de suite. Donc voilà par rapport à ça. Et bien évidemment, le dernier point, se soucier. Ce qu'on peut apporter à l'Institut, essayer de demander ce qu'on peut faire lors des temps libres, ce qui pouvait contribuer à quoi que ce soit, essayer de répondre aux demandes d'aide ponctuelles. Parfois, j'envoie des messages, je dis qui peut aider pour une grande course, pour du ménage et ainsi de suite. Il faut ceci à l'Institut ou cela. Motiver les gens, essayer de motiver les troupes, participer aux échanges du groupe WhatsApp qui contribue à mettre une excellente ambiance, à mettre une bonne ambiance de travail, Inch'Allah, et je compte sur vous à ce. Vous pouvez également aider d'une autre manière très simple. L'aide financière, non pas en donnant vous-même de l'argent, mais plutôt en vous procurant ce que vous avez besoin au sein de l'Institut. Comme vous le savez, on vend des hijabs, on vend des vêtements, on vend des livres et ainsi de suite. Tout ça ne rapporte pas énormément. Si ça rapporte 50 € dans le mois, c'est déjà super bien. C'est simplement pour aider l'association. C'est une librairie solidaire. Et en plus de ça, on donne une partie de notre argent pour la construction de puits, pour les orphelins, et ainsi de suite. Donc, vous participez à quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez besoin de quelque chose et qu'on peut vous le demander, si on peut vous le commander au lieu de l'acheter ailleurs. Comme ça, vous allez contribuer à l'Institut également dans ce que vous avez besoin habituellement. Et n'hésitez pas également à en parler à vos proches et à les pousser à venir ici pour pouvoir se procurer ce dont ils ont besoin. Comme tout organisme, il y a des personnes qui sont chargées de certaines tâches. Ce n'est pas possible que tout le monde se charge de toutes les tâches, sinon ce n'est plus une organisation. Il faut aller se diriger vers la personne qui se charge de ces tâches-là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Par exemple, si j'ai un problème de secrétariat, si je veux un document, si je veux quoi que ce soit, je vais me diriger au secrétariat. Je ne vais pas aller demander au directeur, je ne vais pas aller demander à la technicienne de surface, ni etc., etc. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir et à connaître. C'est important à savoir et à connaître car également vous aurez les parents qui vont venir vous demander certaines choses. Vous ne pouvez pas vous occuper de tout et je ne vous le demande pas. Il faut savoir diriger. Lorsqu'un parent a un problème administratif, eh ben ça va concerner le secrétariat. Vous envoyez le parent vers le secrétariat. Vous n'avez pas à vous en charger, que ce soit l'inscription, que ce soit les paiements, que ce soit des changements. Il faut qu'il se dirige vers le secrétariat. S'il a un problème concernant les cours, oui, forcément, c'est à vous qu'il va s'adresser et pas au secrétariat. Donc, essayez de diriger les personnes vers le bon lien, la bonne personne. Pour que vous sachiez rapidement ce qu'on propose, on propose un peu de tout à l'Institut. On propose des cours pour enfants, mais également pour adultes. Là, la section qui nous intéresse le plus, c'est pour enfants. Il y a ce qu'on appelle le cursus classique, il y a le cursus Ma Religion qui vient d'être mis en place, il y a le cursus spécialisé pour tous ceux qui ont des problèmes dyslexiques ou autres, il y a l'arabe introduit au quotidien, c'est pour les tout petits, on les prend à partir de 2 ans, il y a le cursus adolescent, il y a le Coran intensif également, et pendant les vacances scolaires, on propose également le centre de loisirs, des sorties, des cours d'éducation islamique, du Coran intensif, et ainsi de suite. Après les cours d'arabe, on propose également des anachis, le club de lecture, les jeux de société, du théâtre, des séances de calligraphie. On propose également des aides de devoirs, du perfectionnement scolaire, que ce soit l'arabe ou les matières de l'école française. Et enfin, des cours d'anglais et les cours d'informatique. Sachez également que vous avez un programme. Un programme qu'il faut suivre scrupuleusement. Vous ne pouvez pas dévier de ce programme. Tout changement ou autre doit être en accord avec le directeur. Vous ne pouvez malheureusement pas faire ce que vous voulez car tout a été calculé dans l'année. Le moindre détail et les examens sont faits en fonction de ce programme. Si vous prenez du retard, malheureusement, votre classe en sera pénalisée car c'est le même examen pour tous les enfants de l'Institut. Si votre enfant il est en niveau 1 et que l'objectif c'était atteindre par exemple la lettre Jim et que votre classe ne l'a pas atteint, ils ont quand même l'examen sur la lettre Jim et vos enfants seront pénalisés.
il faut le suivre de manière scrupuleuse. Vous avez un emploi du temps avec le programme sur les objectifs de chaque cours, de chaque semaine. Cette semaine, il faut faire ceci, cette semaine, il faut faire cela. Vous avez tous les détails là-dessus. Pour vous aider également à vous organiser, vous avez la feuille de route. Comment organiser une séance de cours? Vous avez un exemple de chaque heure, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire, comment gagner du temps, ce qui est important de faire. Si vous la suivez à la lettre, vous y arriverez, Inch'Allah, sans problème. Car la chose la plus importante, et c'est ce dont vous devez vraiment vous souvenir, la chose la plus importante, c'est d'éviter de perdre du temps. Chaque minute est précieuse. On vous dit comment faire chaque chose par niveau, par objectif, et ainsi de suite. Vous aurez également les plannings. Ce qu'il faut savoir cette année, c'est que les cours durent 4 heures et non plus 3 heures et demie. On a une demi-heure en plus. Une demi-heure en plus, non pas pour faire de nouvelles choses, mais plutôt nous laisser du temps, éviter de courir et également faire des activités avec les enfants pour qu'ils puissent mieux apprécier leurs cours et également les faire réviser, revoir certaines choses si elles doivent être revues, faire un jeu de société ludique et ainsi de suite. Pour pouvoir travailler également, il vous faudra du matériel et une tenue vestimentaire spécifique. Donc, par rapport au matériel, il vous faut un ordinateur. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez venir nous voir. S'il faut qu'on vous l'achète et que vous nous le payez en plusieurs fois, c'est pas un problème. Mais en tout cas, il vous en faudra un. Parce qu'on a des vidéoprojecteurs, il faut en général projeter le cours dans tous les niveaux. Également votre cahier pour prendre des notes et ainsi de suite, et votre trousse avec votre propre matériel. On peut vous mettre à disposition du matériel, mais malheureusement, c'est quelque chose qui se perd et au fil de l'année, ça nous coûte vraiment très très cher. Du coup, ramenez votre propre trousse, comme ça vous la prenez et vous pouvez la laisser, vous faites ce qu'il vous plaît. Par rapport à la tenue vestimentaire, vous remarquerez que vous tous, vous vous ressemblez assez en termes de tenue vestimentaire, parce que ça fait partie également de l'image de l'Institut. Il faut avoir un minimum au niveau de notre chaîne en islam pour pouvoir l'enseigner. Une personne qui n'a pas une tenue vestimentaire appropriée, malheureusement, ne pourra pas travailler avec nous. Il faut un minimum afin de pouvoir transmettre ce minimum-là. Par contre, il vous sera demandé de ne pas venir dans des tenues qui pourraient provoquer les voisins. C'est-à-dire tout ce qui est gilbab, c'est assez très mal vu. Tous les reportages qui peuvent sortir à la télé sont en général, en parlant d'extrémistes, sont en général des femmes qui portent le gilbab. C'est très mal vu en France. Du coup, on vous demandera d'éviter cette tenue-là. Vous pouvez venir en abaya, en ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. On travaille également avec plusieurs autres outils. On a le carnet de liaison où vous pouvez écrire des choses aux parents et qui fera la liaison entre les parents et l'institut. Vous avez également l'application Toute Mon Année où vous pouvez communiquer directement avec les parents. Vous pouvez leur faire un rapport du jour passé. Et également poster les devoirs et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faudra également un téléphone pour pouvoir travailler. On a un groupe WhatsApp également où on échange tout ce qu'il y a à savoir au niveau de l'Institut pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Et vous pouvez poser vos questions, échanger avec les autres membres, et ainsi de suite. La participation à ce groupe est obligatoire. Lorsque je demande quelque chose, il faut impérativement répondre. Que cela soit dans le positif ou le négatif, peu importe, il faut répondre. Parce que j'ai besoin d'organiser certaines choses. Si je dis par exemple, demain, ou après-demain, il y a un grand ménage, qui peut venir? Si personne ne me répond, je ne sais pas comment m'organiser. Du coup, j'ai besoin que chacun d'entre vous y réponde, que ce soit positif ou négatif. Si vous pouvez me dire, je suis vraiment désolé, je ne peux pas venir après-demain pour le ménage, c'est réglé. Mais me laisser sans réponse, je suis ni dans le oui, ni dans le non, et je ne sais pas quoi faire. Vous avez également Quizlet, ça aussi ça vous sera expliqué, c'est une application pour apprendre le vocabulaire. Vous avez également les vidéos de cours sur Internet qu'on est en train de finaliser. Vous avez également les manuels scolaires que les enfants vont suivre, c'est des manuels conçus par nous-mêmes.
Entrons plus dans les détails. Quel est votre rôle en classe? Le rôle que vous avez en classe, c'est la transmission des connaissances et savoir-faire prévus par le programme. Donc, vous suivez scrupuleusement le programme. Après, si vous voulez ajouter des petites touches personnelles, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, tant que ça reste toujours dans le cadre du programme. Suivi individuel des élèves et aide dans leur travail personnel. Il faut chaque élève lui corriger, lui expliquer, etc. Tout ce qu'il a pu faire, comme sur son cahier et comme erreur qu'il aurait pu commettre. L'utilisation des technologies, de l'information et de la communication au service de l'apprentissage, c'est-à-dire ce dont je vous parlais juste avant. Toute mon année, c'est l'application. Il faut poster le devoir, poster les informations, communiquer avec les parents, et ainsi de suite. Sachant que lorsque vous communiquez avec les parents, il faut être très courtois et être un conseiller et non pas un donneur de leçons. Sinon, ils le prennent très mal. Souvenez-vous que ils n'ont aucune obligation d'être inscrits ici. Si vous vexez un parent, il peut retirer ses enfants et ensuite c'est une perte pour nous. Certes, il faut dire lorsque ça va pas, mais plutôt en tournant dans le sens du conseil plutôt qu'en étant en mettant la pression. Parce que ça aussi, il risque de ne plus suivre et de quitter. Ensuite, la contribution à l'aide et au soutien scolaire des élèves en difficulté, c'est la petite heure dont je vous ai parlé à tour de rôle. Préparer les cours avec les moyens visuels audio pour faciliter l'apprentissage. Donc, on vous donne tous par rapport aux cours. Si vous voulez ajouter d'autres choses, ça serait formidable. Ça serait très bien de préparer votre cours à l'avance, essayer de faire des choses ludiques ou je ne sais quoi d'autre. Donc, assurer la discipline en classe, bien évidemment, nous vous demandons de ne pas être sévère avec les enfants. Nous vous demandons de ne pas être dur avec les enfants. Mais il faut tout de même savoir discipliner, trouver un juste milieu. On ne peut pas laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Il faut le discipliner et cela dès le début. Car si vous ne les disciplinez pas, après, ça va être le chaos dans la classe. Ils vont faire ce qu'ils veulent et vous serez plus maître de votre cours. Il faut trouver un équilibre, imposer le respect, imposer des règles. Il faut qu'ils lèvent la main lorsqu'ils veulent parler. Il faut qu'ils soient respectueux lorsqu'ils vous parlent. Pas d'appel par votre prénom, pas de je parle ce que je veux, quand je veux, et ainsi de suite. Non. Il faut qu'il y ait des règles pour qu'ils soient disciplinés. Mais souvenez-vous qu'il faut éviter de crier sur eux, car on est face à des limites des enfants rois. S'ils disent à leurs parents « je ne veux plus y aller », la moualima ne fait que crier, son père ou sa mère va le dire « d'accord », tout simplement. Donc du coup, c'est à nous de nous adapter à cette situation étrange, même si, voilà. Également, il vous est interdit de les malmener, de les tirer par le bras, de les pousser, et ainsi de suite. Aucun contact physique serait le mieux. Donc, corriger les exercices, les contrôles et les devoirs. Ça également, ils ont des contrôles tous les 2 mois. Vous verrez face au planning, c'est à vous de corriger les contrôles et les devoirs et en même temps les exercices dans le cahier. Chaque enfant doit repartir chez lui avec les exercices du cahier corrigés. Réaliser les bulletins, ça c'est simple, on vous mettra un outil simple. Il y a 2 bulletins à l'année. Il faut juste rentrer vos notes, rentrer vos appréciations et c'est bon. Informer les familles quant au rendement scolaire et aux difficultés des élèves. Il ne faut pas attendre pour informer les parents des difficultés des élèves. On a des cours de soutien chaque semaine. Si vous voyez un enfant, il est en difficulté, il faut immédiatement contacter la famille via l'application pour lui dire votre enfant il a des difficultés, mettez-le en soutien, ça lui fera du bien. Sinon, s'il y a un échec à la fin et que vous ne l'avez pas signalé, ce sera votre faute. Entretien de la salle de classe et des locaux. Si vous voyez des choses dans les locaux, des poubelles qui débordent, des choses qui traînent, des bouteilles partout, des enfants qui ont jeté des cartes partout, s'il vous plaît, faites le nécessaire. Rangez-les, prenez-les, enlevez-les. Donnez un peu de rahma à la femme de ménage, car elle ne pourra pas s'occuper de tout ça. Également, votre classe, quand vous quittez votre classe, le soir, il faut que votre classe elle soit nettoyée, dire qu'on enlève les choses de par terre. Les tables, il faut par contre nettoyer avec du produit et mettre les chaises sur les tables pour que la femme de ménage elle puisse passer derrière et rapidement nettoyer.
Donc, l'entretien de la salle de classe et des locaux. Donc, relevez les erreurs du livre. Si vous voyez des erreurs du livre, il faut immédiatement le signaler. Le signaler. Vous me l'écrivez. Vous me l'écrivez via un groupe ou un cahier qui sera dédié à cela. Relever les absences et le retard. Vous avez un cahier de professeur où vous allez devoir à chaque fois relever toutes les absences et les retards des élèves. C'est très important car il en va de la scolarité de l'enfant. Si l'enfant n'a pas appris parce qu'il est absent, il va falloir qu'on fasse un rapport à ses parents le moment venu. Votre enfant, il n'a pas appris parce qu'il est toujours absent. Si on n'a pas ce rapport-là des absences et du retard, il va nous dire mon enfant n'a rien appris, on ne saura pas quoi lui dire. On ne saura pas quoi lui dire et ça sera de notre faute. Ou plutôt de la vôtre. Donc, faire un rapport de tous les problèmes. Si vous rencontrez des problèmes particuliers, il faut faire un rapport. Des enfants qui se disputent, des enfants qui manquent de respect, des enfants... dès qu'il y a un problème, il faut faire un rapport. Donc, évitez les absences et retards. Comme toute structure, toute organisation, il faut éviter les absences et retards, sinon on n'y arrivera pas. Les absences et le retard seront relevés et on en discutera lors des entretiens entre les professeurs. Lorsque vous avez un cas de force majeure, de vous absenter pour des petites raisons. Les mariages, ce n'est pas une raison pour s'absenter. Mon enfant est malade, laissez-le à quelqu'un. Vous le feriez si vous étiez dans une entreprise ou quoi que ce soit d'autre. Et ainsi de suite. Évitez vraiment les absences. Ou si vous êtes absent, au moins essayez de trouver une alternative. C'est-à-dire demander à vos collègues qui peut vous remplacer, demander à un membre de la famille, je ne sais pas, faites quelque chose, mais ne nous laissez pas en galère. De plus, il faut prévenir également à l'avance de l'absence. Vous savez que vous êtes malade et que vous avez cours dans 1 ou 2 jours. Prévenez, dites je suis un peu malade. Si ça va mieux, je viendrai, mais on ne sait jamais. Préparer quelqu'un qui pourrait me remplacer si ça ne va pas mieux. Donc voilà. Barakallahu fikum. Et maintenant, les choses dont il faut faire attention. Des choses que j'ai peut-être déjà dites, mais qui sont importantes. Il faut discipliner les élèves, et ce, dès le premier jour. C'est-à-dire, lever la main pour parler. Éviter de leur donner l'autorisation d'aller aux toilettes toutes les 5 minutes. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais. Qui doivent ranger leur veste sur le porte-monnaie, leur table, leur cartable derrière leur chaise, et ainsi de suite. Vous ne devez pas vous fier également à tout ce que vous disent les enfants. Il faut toujours vérifier, c'est des enfants, ils ne savent pas de quoi vous parlez ou ce que vous attendez d'eux. Si, par exemple, est-ce que vous avez compris? Ils vont vous dire, oui, j'ai compris, alors que peut-être ils n'ont absolument rien compris. Il faut vérifier. Pareil, si vous écrivez quelque chose au tableau, vous leur dites, vous avez écrit, ils vont vous dire oui, mais il faut quand même vérifier derrière. Il ne faut pas vous fier à ce que vous disent des enfants. Il faut toujours être là pour vérifier. Donc ensuite, vous ne demandez pas à un enfant s'il a compris, il faut vérifier qu'il a compris. Ça, c'est ce que je viens de vous dire également. Un enfant à difficulté ou problématique doit être signalé. Donc signalez-le à ses parents, notez-le également dans votre cahier de professeur. Le programme doit être scrupuleusement suivi. Pour les examens, c'est le même examen pour toutes les classes. On ne prendra pas en compte vos retards. Ne jamais laisser un enfant les bras croisés. Il doit toujours faire ses devoirs ou autre. Lorsqu'un enfant il a fini de lire, lorsqu'un enfant il a fini de faire quelque chose, donnez-lui quelque chose. Ne le laissez pas les bras croisés. C'est une perte de temps pour lui. Être vigilant aux disputes et régler ça sur place. Donc il faut toujours régler les disputes sur place. Lorsqu'un enfant vous dit un tel m'a fait ceci ou un tel a fait cela, vous réunissez les deux, vous parlez aux deux, vous réglez le problème. Parce que sinon, il va se sentir injustement traité, il va parler à ses parents, son parent il va venir, va dire la professeure n'a rien fait, etc. Et ça peut être très problématique et nous faire perdre beaucoup de temps. Ensuite, trop perdre de temps. Donc ça aussi, je vous en ai parlé. Il faut avoir une montre. Toujours, vous regardez le temps où est-ce qu'on en est. Et enfin, cherchez l'intention des élèves. Lorsque vous faites un cours, ne faites pas votre cours si les élèves sont tous en train de parler ou regarder derrière. Votre cours ne sera pas assimilé. Il faut chercher l'attention des élèves. Le respect de l'autorité.
Normalement, c'est quelque chose d'acquis naturellement, mais apparemment, c'est quelque chose qui se perd à cette époque et qu'il faut réexpliquer. Donc le premier point, c'est ne pas nommer son supérieur, son directeur, etc. par son prénom. C'est du respect, c'est également de la considération et ça permet de donner l'exemple également à ceux qui sont autour. Encore plus quand il y a les enfants, les parents et ainsi de suite. Si les enfants ils commencent à appeler le directeur par son prénom, c'est le respect est mort. Et si le respect est mort, il n'y a plus aucune hiérarchie, il n'y a plus aucune autorité, il n'y a plus rien. Donc c'est très important de voilà, c'est vraiment se considérer soi-même que de respecter son supérieur. Ça démontre également une bonne éducation et un sens du devoir qui a été compris. Donc, éviter la critique de son supérieur en public. Ça ne sert strictement à rien. On peut discuter de tout, on peut tout dire, il n'y a pas de problème, la porte elle est grande ouverte, mais il y a des manières de faire. Commencer en public à vouloir critiquer de certaines choses, ça ne sert strictement à rien. Il y a un moment et un temps et une manière de le faire. Ensuite, en troisième et dernier point, suivre les consignes qui ont été données. Même si vous pensez pouvoir mieux faire sur une chose, il faut d'abord que vous en référez au directeur. Ensuite, vous pouvez, avec son accord, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Tout est ouvert, vous pouvez apporter de nouvelles choses, c'est même ce qui est demandé, mais lorsque les consignes ont été données, il faut les suivre, même si vous pensez que c'est mieux de faire une autre chose. Parce que vous n'avez pas forcément tous les éléments. Voilà concernant le respect de l'autorité, c'est quelque chose d'extrêmement important en islam. Il y a énormément de hadiths qui parlent là-dessus. Je vous invite à aller les lire. C'est vraiment extrêmement important. Il y en a même un de souvenir qui dit que celui qui humilie celui qui détient l'autorité, Allah il l'humilie, par exemple. Et il y en a d'autres dans ce même genre. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je vous dis barakallahu fikum d'avoir suivi cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous en acceptez toutes les modalités encore une fois, je vous dis bienvenue à l'Institut Ibn Malik. J'espère que vous comprendrez que chaque élément qu'on fait et non pas pour nous, mais pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous rapprocher de sa satisfaction, son contentement et gagner le paradis. C'est certes dur, mais ça sera, Inch'Allah, très gratifiant. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.